nos plaines, et qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à la place. Demain, de son doigt séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? interprété ces chants révolutionnaires pour la venue de notre invité. La commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, présidée par notre invité, créée le 3 juillet 2003, en pleine polémique sur le voile islamique, a rendu ce rapport le jeudi 11 décembre à M. Jacques Chirac.
Estimant que la laïcité n'est pas négociable, le président de la République avait indiqué attendre de la Commission des propositions concrètes. J'en tirerai toutes les conséquences en ayant vrai recours, s'il le faut, à la loi. Placée sous la présidence de notre invité, forte de 19 membres d'origine et de sensibilités les plus diverses, la Commission a procédé à plus d'une centaine d'auditions publiques, suscitant dans le pays un très large débat. L'installation de règles laïques claires et fortes permettra, nous le souhaitons, de faire obstacle à tous les groupes qui remettent en cause les services publics par des comportements communautaires, violences faites aux femmes, antisémitisme, homophobie. Ce n'est pas un hasard si l'homme qui a été choisi par le président de la République est un homme de dialogue, mais viscéralement laïque, démocrate et chrétien, mais indépendant de toute église. Né à Reims en 1930, de parents d'origine espagnole, italienne et cubaine, il a une longue carrière derrière lui. Des études à Sciences Po et à l'ENA, où il eut notamment Jacques Chirac et Michel Rocard comme camarades de promotion. Il commença sa carrière administrative comme directeur du préfet d'Alger dans les dernières années de la guerre d'Algérie. De retour en France, il exerça des fonctions auprès du président de l'Assemblée nationale, puis au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, au ministère de l'Intérieur et au ministère d'Outre-mer. Mais condamner le coup d'État du général Pinochet au Chili et être prise en photo en Polynésie au bras de Miss France ne purent lui assurer une longue carrière ministérielle, vous vous en doutez. En 1968, il fut élu député de la Marne et il le resta jusqu'à son entrée au gouvernement en 1973. Il fut à nouveau député de 1978 à 1993, maire d'Épernay de 1970 à 1977 et de 1983 à 2000. Il a été président de la région Champagne-Ardenne de 1981 à 1988, vice-président de l'Association des maires de France de 1995 à 1998. Il fut aussi vice-président de l'Internationale démocrate chrétienne de 1993 à 2000. De 1994 à 1998, il siège au Parlement européen, mandat dont il démissionne lorsqu'il est nommé médiateur de la République en 1998. À la fin de son mandat de médiateur de la République, en avril 2004, il est chargé par le Premier ministre de présider la mission de préfiguration pour la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, haute autorité qui doit fonctionner au début de l'année 2005. Notre invité est aussi président de différentes associations, notamment Cité Unie France, qui regroupe plusieurs centaines de collectivités locales engagées dans des actions de coopération décentralisées avec des collectivités locales de très nombreux pays, surtout France-Algérie, qui a pour mission de développer les relations entre la société civile de nos deux pays. Pour déminer ce dossier ô combien sensible de la laïcité, notre invité avoue être un bon garçon qui a toujours aimé mettre les gens d'accord, même s'il a montré qu'il était prêt à gueuler plus fort que les autres. Je peux alors vous citer la construction européenne, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, l'abolition de la peine de mort, et il a été le premier homme de droite, entre autres, à dénoncer le Front National et à affronter Jean-Marie Le Pen dans plusieurs débats. Notre invité apparaît donc comme un homme de droite aux yeux de la gauche et un homme de gauche aux yeux de la droite. Il se croit même autorisé, dans un article paru récemment dans Le Monde, de dire au pape que celui-ci est vraiment mal informé de la laïcité. Qu'il est normal et souhaitable que dans l'espace scolaire, les symboles des différences religieuses soient en quelque sorte un peu mis en sourdine. Que le catholicisme, en raison de la place qu'il occupe dans notre pays, peut utilement servir de référence à l'islam pour entrer dans notre modernité. Nous sommes donc heureux d'accueillir pour le public de Libre Esprit, Monsieur l'ancien ministre, Monsieur l'ancien médiateur de la République, un homme de conviction et de consensus, Monsieur Bernard Stasi, sous vos applaudissements. Merci. Bien, mon cher Pascal, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir nous excuser pour notre retard. C'est de ma faute, je vous avais attendu avec patience et je vous en remercie. Je voudrais remercier aussi d'être présent, d'avoir accepté de venir participer, non pas à écouter une conférence, mais participer à un débat. J'en dirai un mot tout à l'heure. Je voudrais dire aussi que j'étais très ému de me trouver dans ce cadre, très ému aussi d'avoir entendu ce que nous venons d'entendre. J'appartiens à une génération pour laquelle ces chansons ont une certaine signification que je ne peux pas entendre sans émotion. Et très reconnaissant à Pascal
que je ne connaissais pas il y a quelques heures, sinon par des conversations téléphoniques et des échanges épistolaires, et qui a beaucoup insisté pour que je vienne, malgré un emploi du temps très chargé, sentant que c'était un homme de conviction et aussi de beaucoup de persévérance. Il fallait que je vienne, mais croyez bien que je ne le regrette pas, et je le remercie pour le portrait qu'il a fait de moi-même, trop élogié bien entendu. Cela dit, il est vrai que j'étais le premier à dénoncer le Front National, et il est vrai que j'étais photographié à la une du François sur une pirogue avec Miss France. Je n'ai pas éprouvé les mêmes sensations dans les deux circonstances. Et je suis prêt à recommencer s'agissant de la pirogue. Je suis prêt aussi à, ça m'est arrivé par ailleurs, d'affronter à nouveau M. Le Pen. Alors, la laïcité. Je n'ai pas du tout l'intention, et j'en ai parlé avec Pascal, de vous faire un long exposé sur ce qu'est la laïcité. Je vais vous faire part, bien entendu, de mon témoignage de celui qui a eu l'honneur de présider la commission dont on a un peu parlé, la commission qui ne sait pas pourquoi porte mon nom, et je répondrai ensuite très volontiers à vos questions, et je souhaite que cette réunion soit un débat où chacun pourra s'exprimer. Lorsqu'on me demande de définir en quelques mots ce qu'est la laïcité, bon, j'ai plusieurs formules, mais il y en a une que j'aime utiliser, c'est très simple, la laïcité. C'est la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est quelque chose, je pense que c'est trois mots qui vous disent quelque chose. C'est la liberté, parce que c'est la laïcité, d'après la loi et dans la pratique, la laïcité reconnaît la liberté religieuse. La laïcité pousse la liberté religieuse jusqu'à admettre, ce qui est tout à fait naturel, qu'on puisse ne pas avoir de religion, ce qui n'est pas le cas dans les pays où il y a une religion obligatoire et officielle. Et la laïcité permet aussi, bien entendu, de changer de religion, de ne pas avoir de religion. Et la laïcité, également, facilite l'exercice du culte. J'insiste toujours lourdement sur ce point, parce que, de bonne ou de mauvaise foi, certains considèrent, ou font semblant de considérer, que la laïcité est l'ennemi de la religion. Parce que, effectivement, dans l'histoire de notre pays, la laïcité, s'est affirmée à la suite d'un combat contre l'Église catholique, il a emporté sur l'Église catholique, qui était non pas l'Église officielle, mais l'Église dominante dans notre pays, et que donc il y a eu une partie de bras de fer pendant quelques décennies entre l'Église catholique et la laïcité, et Dieu merci, c'est la laïcité qui l'a emporté, pour le plus grand bénéfice de l'Église catholique, qui est aujourd'hui, grâce à la laïcité, beaucoup plus libre qu'elle ne l'avait jamais été, beaucoup plus libre que lorsque l'Église catholique était presque l'Église officielle, était une Église d'État. Donc, la laïcité, c'est d'abord la liberté. La laïcité, c'est également l'égalité. L'égalité, tout simplement, parce que la laïcité, c'est le rejet de toute Église unique ou Église dominante. C'est-à-dire que, quelles que soient les religions, quelles que soient les convictions de tel ou tel, il est traité de la même façon. La laïcité refuse, c'est le fond même de la laïcité, que l'on fasse une distinction entre les hommes et les femmes, suivant leur religion. Toutes les religions doivent être respectées de la même façon. Et puis la laïcité, ça doit être aussi, et c'est le but, j'allais dire, de l'opération, avec nos combats, de la fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de l'action que nous menons, du combat que nous menons, les uns et les autres? Eh bien que l'on puisse vivre ensemble, dans la fraternité, à travers nos différences. Il ne s'agit pas de mettre en cause nos différences ethniques, nos différences religieuses, nos différences philosophiques. Tout cela, j'y reviendrai, tout cela fait partie de notre corps social.
mais je crois que la laïcité, ce qui nous permet de vivre ensemble dans le respect de nos différences et, si possible, dans la fraternité. Donc, lorsqu'on me demande de dire en 3 mots ce qu'est la laïcité, je dis égalité, liberté, égalité, fraternité. Alors, je vais, si vous le voulez bien, vous parler un peu de la commission. La raison pour laquelle elle a été créée, pas besoin d'insister, le président de la République, après avoir, j'insiste sur ce point, consulté tous les leaders de partis et les représentants de toutes les religions, a pensé qu'il était temps de faire le point. Et la mission qu'il m'a fait l'honneur de me confier ne visait pas à réfléchir sur le point de savoir s'il fallait ou non une loi pour interdire le foulard islamique. Je reviendrai sur ce point, et pour vous dire combien nous avons au sein de la commission regretté, non seulement regretté, mais rouspété à différentes reprises, parce qu'on avait le sentiment, j'allais dire en lisant la presse, mais la presse n'est pas seule responsable, que la seule question était de savoir s'il fallait ou non une loi pour interdire le foulard islamique. Cette approche du problème était et reste doublement fâcheuse, parce que cela donne de la laïcité une mauvaise image. La laïcité, c'est pas ce qui interdit. La laïcité, c'est pas la police des religions. La laïcité, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est au contraire la liberté religieuse. Et d'autre part, en insistant lourdement sur le fait que le problème était de savoir s'il fallait ou non une loi pour interdire le voile islamique, on ne pouvait pas empêcher les musulmans, de bonne ou de mauvaise foi, de dire c'est un mauvais coup contre l'islam. C'est parce qu'on rejette l'islam. C'est parce que la France, les Français ne veulent plus des musulmans. Alors que c'est absolument faux, et que j'y reviendrai tout à l'heure, dans les propositions que nous avons faites, il y a toujours des propositions extrêmement positives pour l'ensemble des religions, et aussi particulièrement pour l'islam. Alors, je voudrais dire aussi que la laïcité, contrairement à ce que l'on dit, n'est pas uniquement... C'est vrai que c'est une spécificité, c'est une spécialité française, c'est vrai que c'est nous, pratiquement les seuls, qui utilisons ce mot et qui avons inventé ce principe, mais ne croyons pas que nous sommes les seuls maintenant à pratiquer la laïcité. Il y a 3 pays, en dehors de la France, qui ont déclaré officiellement la laïcité comme étant le principe du vivre ensemble. C'est le Mexique, c'est la Tunisie, et c'est aussi c'est le Mexique, la Tunisie et la Turquie, c'est ça, la Turquie. Pardonnez si je n'avais pas dit. Mais Mexique, Turquie et donc ces 3 pays sont officiellement laïcs. Il n'empêche que dans la plupart des autres pays, je ne parle pas évidemment des pays islamistes, dans la plupart des autres pays, il y a une séparation de plus en plus grande entre l'Église et l'État. Et même, par exemple, dans un pays comme l'Angleterre, la Grande-Bretagne, un pays laïque, et d'ailleurs, ça ne savent pas ce que c'est. Il n'y a pas de mot en anglais, d'ailleurs, pour traduire le mot de laïcité. Je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure que nous sommes allés faire un tour dans un certain nombre de pays dans le cadre de notre mission. Eh bien, en Grande-Bretagne, il y a une religion officielle. Mais, ce serait déplaisant de dire ce n'est que du cinéma. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du cinéma. Ça représente quelque chose pour nos amis britanniques. Mais il y a tout de même une très grande liberté religieuse, même s'il y a une religion officielle, même si c'est la reine qui désigne, enfin le roi, qui désigne quel est le chef de cette religion, même si les 25, je crois, archevêques de l'église anglicane font partie du Sénat, c'est tout de même un pays où il y a désormais, on peut le dire, une séparation entre l'Église et l'État. L'Italie aussi se considère maintenant comme un pays pratiquant la laïcité.
j'allais dire, ils ont eu plus de mérite que d'autres, parce qu'il y a la présence, une bénédiction sans doute, de la papauté, et que ça a pu être parfois peut-être, c'est même une certitude, plus difficile pour l'Italie de dire qu'il n'y avait pas d'État, d'église officielle. Et désormais, tous les Italiens, ou presque, sont d'accord pour qu'il n'y ait pas, pour que l'Église catholique, qui est respectée comme les autres, bénéficie bien entendu d'un statut tenant à la présence de la papauté, mais l'Italie se présente maintenant comme un pays où il y a une séparation entre l'Église et l'État. Le seul pays de l'Union européenne qui se revendique en quelque sorte non laïque, c'est la Grèce, où il y a une religion d'État. Une religion d'État qui joue un rôle extrêmement important dans la vie du pays. Il y a un pas important qui vient d'être accompli dans ce pays, sous la pression de l'Union européenne. C'est le fait que, contrairement à ce qui était le cas jusqu'ici, les Grecs, pas seulement les Grecs, mais quand on va en Grèce, il faudrait que dans le passeport, on signe la religion, on indique la religion à laquelle on appartient. Et les cartes d'identité grecques, c'est pas encore tout à fait gagné, les cartes d'identité grecques portent encore signalent encore la religion à laquelle appartient le citoyen. Donc c'est dire que la laïcité, j'allais dire c'est une affaire qui marche, c'est pas une affaire qui marche, c'est un concept, une pratique et une façon de vivre ensemble qui, je puis en témoigner, intéresse de plus en plus nos partenaires de l'Europe et au-delà même de l'Europe. Alors, avant de revenir peut-être, si j'ai eu le temps, sur tel ou tel pays, si vous posez des questions, je voudrais dire que notre première satisfaction, lorsque nous nous sommes réunis au sein de la commission, que nous avons commencé à procéder à des auditions, j'en parlerai tout à l'heure, c'est de voir combien ce problème intéressait nos concitoyens. Nous savions bien que ça ne se ferait pas en catimini, d'ailleurs nous n'avons pas du tout l'intention de le faire et nous avons tenu à ce que la plupart de nos auditions soient publiques, mais nous ne nous attendions pas, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président de la République et il a eu le même réflexe que nous ne nous attendions pas à ce que les Français s'intéressent, soient aussi nombreux à s'intéresser à la laïcité, même ceux qui n'ont pas peut-être une conception très claire de ce qu'est la laïcité. Les Français ont compris que c'était quelque chose d'important, que ce dont on discutait, c'était l'avenir de notre pays, et j'y reviens, la formule est commode, je l'utiliserai souvent, c'est le vivre ensemble. C'était cela qui était en jeu. Nous avons été très agréablement surpris de voir à quel point, effectivement, nos concitoyens ont senti que c'était quelque chose d'important qui était en train de se jouer. Nous avons eu toutes sortes de preuves. D'abord, le fait que toutes celles que nous avons auditionnées ont accepté de venir. Ils n'auront pas eu le moindre refus. Nous avons auditionné les représentants de tous les partis politiques, de toutes les religions. Nous avons auditionné les élus locaux, nous avons auditionné les hommes et les femmes de terrain, ceux qui sont affrontés à des problèmes pour lesquels il peut être intéressant de réfléchir, les directeurs de prison, les directeurs d'hôpitaux, on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez, les directeurs d'école, bien entendu, je l'ai dit. Nous avons auditionné les représentants des associations, des syndicats, et nous avons été obligés de refuser toutes sortes de demandes. Et nous avons reçu plus de 12 000 lettres ou messages. Et nous continuons encore à en recevoir. C'est dire que, comme je l'ai dit, les Français ont pris conscience de l'importance de l'enjeu. Alors, comment a travaillé la Commission? Il y a eu
les auditions, et bien entendu, entre les auditions, nous réfléchissions entre nous. D'abord, la commission, excusez-moi, la commission était composée, ça a été dit tout à l'heure, d'hommes et de femmes qui ont été choisis par le président de la République, et il a bien voulu m'associer à cette sélection. Nous avons voulu que ce ne soient pas des hommes et des femmes qui représentent une religion ou un parti politique ou un syndicat. Nous avons voulu que ce soit des hommes et des femmes et des hommes qui ont une certaine expertise dans ce domaine, qui ont eu l'occasion de s'exprimer sur ce point, et qui sont indépendants d'esprit. Nous avons beaucoup insisté sur le fait, et nous avons beaucoup insisté tout au long de ces mois sur le fait que la commission était indépendante. Nous n'avions reçu aucune consigne. Le président de la République nous a proposé, nous a demandé d'accomplir cette mission. Il nous a laissé tout à fait libres des choix que nous allions faire, des propositions que nous allions faire. Alors, à ce propos, j'y ai fait allusion tout à l'heure, très vite, nous avons été passionnés, bien entendu, par notre tâche, mais en même temps agacés par le fait qu'on ne parlait que de la loi sur le voile. Est-ce qu'il faut ou non une loi sur le voile? Et je vais dire que très souvent, lorsque, on ne parle seulement des journalistes, lorsque j'étais interpellé, on me disait, alors, où est-ce que vous êtes? Alors, quelle est votre position sur le voile? Est-ce que vous allez ou non faire voter, proposer une loi sur le voile? Alors, sur ce point, si nous avions fait un vote au sein de la commission le jour où nous nous sommes réunis pour la première fois, nous ne nous connaissions pas, un certain nombre d'entre nous, et nous avons eu un déjeuner très, très sympathique où chacun s'est présenté, où on fait connaissance les uns des autres, et nous avons échangé, bien entendu, quelques réflexions sur la mission qui nous était confiée, et bien entendu, on a nous aussi abordé le problème du voile. Si on avait fait un vote à ce moment-là, l'unanimité pratiquement de la commission aurait voté contre la loi. Et moi le premier. Mais tout au long des auditions, nous avons compris que se passait tout de même des choses que nous ne pouvions pas tolérer dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, je vais revenir bien entendu sur ce qui nous a convaincus, et c'est la raison pour laquelle, à la fin de nos travaux, c'est à l'unanimité que nous avons voté pour que nous proposions une loi, tout en étant persuadés que cette loi poserait des problèmes, tout en étant persuadés que cette loi ne réglerait pas, loin de là, tous les problèmes, mais qu'il était indispensable, qu'il fallait une loi, qu'il fallait que la République dise non. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans notre pays. Alors, quelles sont les auditions qui nous ont le plus convaincus, j'allais dire, oui, qui nous ont le plus émus? Je pourrais en citer quelques-unes. Enfin, c'est d'abord une jeune fille de 17-18 ans, d'origine turque, qui, depuis sa naissance, ou presque, enfin, avait vécu, elle nous a raconté, sous la férule brutale de son père et de ses grands frères, qui l'ont obligée toute petite à porter le voile, et qui l'a frappée durement lorsqu'elle manifestait le désir de s'en libérer. Il a supporté cela jusqu'à l'âge de 15 ans, et puis il s'est sauvé. Il a quitté sa famille, elle est restée musulmane. Mais maintenant, elle se bat avec beaucoup d'acharnement, de conviction, de passion pour toutes les filles qui sont comme elle a été, connaissent ce qu'il a connu. Nous avons eu également une Iranienne qui avait quitté son pays peu de temps avant, qui parlait à peine français, maintenant elle s'exprime. Elle me dit, j'aimerais que les Français comprennent ce que souffrent les femmes en Iran. Enfin, vraiment, elle cherche à mobiliser, à sensibiliser les femmes de notre pays en disant soyez solidaires de ce que souffrent les femmes en Iran et aussi dans d'autres pays. Alors,
cela ne pouvait que nous inciter à réfléchir et y avoir les choses tout à fait autrement. Nous avons été aussi très impressionnés par les témoignages de 2 directeurs d'hôpitaux. Ce qui se passe dans certains hôpitaux dont on ne parle pas est tout à fait scandaleux. Et c'est à certains égards plus grave que ce qui se passe dans les écoles, parce que c'est souvent question de vie ou de mort. Moi, j'ai du mal à le croire, mais certains nous ont dit qu'il y a eu, enfin, j'ai du mal à le croire, bon, du moment qu'on nous l'a dit, et des gens de bonne foi, je ne sais pas pourquoi je ne le croirais pas, mais nous avons eu du mal à le croire tout de suite, qu'il y a eu, ces derniers mois, ces dernières années, des décès dans les hôpitaux, parce que une femme qui était venue avec son mari pour une urgence, bien le mari s'est opposé à ce qu'elle soit soignée, ou même touchée par un infirmier homme, ou soignée par un médecin homme, et qu'il en est résulté souvent des conséquences dramatiques. Et de dire que les directeurs d'hôpitaux étaient parmi ceux qui ont été le plus convaincants dans ce débat. On va dire autant également des directeurs de prison, et puis aussi les enseignants. Nous avons auditionné toutes les associations, tous les syndicats de directeurs d'école. Ils ont été parmi ceux qui nous ont pressé le plus sur la nécessité de cette loi. Et donc, nous avons effectivement proposé cette loi, et je dirais sans regret, et en étant persuadé que nous avons fait le bon choix, parce qu'il y a tout de même des choses que l'on ne peut pas tolérer dans notre pays, et que nous avons acquis la certitude, il ne faut pas dramatiser, on n'est pas à l'abri que la France soit entre les mains des islamistes, mais il est certain qu'il y a des groupes islamistes qui cherchent à déstabiliser la République, qui testent la résistance de la République pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Je crois qu'il était temps de dire, ben écoutez, voilà, là, on ne peut pas aller au-delà. Alors, nous sommes tout à fait d'accord, je le répète et je le répéterai, pour considérer que cette loi ne règle pas tous les problèmes, loin de là, et qu'il y a d'autres problèmes dont nous allons certainement débattre, mais pas un instant, nous avons regretté, on se voit de temps en temps, on s'est vu d'ailleurs ce matin, parce qu'il y avait une cérémonie au ministère de l'Éducation nationale, auprès des membres de la commission, pas un instant nous n'avons regretté le choix que nous avons fait. Ce que nous regrettons, c'est que l'opinion des Français semble n'avoir retenu de ce que nous avons fait, problème qui se pose, que le fait qu'il y a une loi qui interdit, on parle toujours des foulards, on ne dit pas des signes religieux. Nous avons proposé d'ailleurs les signes religieux et politiques. Ostentatoire n'a retenu que cela. Ce qui ne peut que donner des arguments à ceux des islamistes qui veulent évidemment exciter leurs adeptes contre la République, en disant, voilà, la France ne veut plus d'islam, la France vient de voter une loi anti-islam, et j'ai entendu, des interviews d'ailleurs à des télévisions ou à des radios de pays islamiques, j'ai lu certains propos, certains articles dans ces pays-là. La France est maintenant considérée comme étant un pays invivable pour les musulmans, un pays où on ne veut plus de l'islam. Je crois qu'il y a eu sans doute une erreur dans la façon dont a été présentée la proposition de cette commission, puisque beaucoup, de bonne foi, d'autres de mauvaise foi et bêtise, considèrent que c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de combattre l'islam. Il ne s'agit pas de combattre l'islam, il s'agit de combattre l'islamisme, parce que tous les islamistes, qu'ils soient musulmans, tous les qu'ils soient juifs, catholiques, ou n'importe quelle religion, sont contraires à l'esprit de la laïcité, sont un obstacle au vivre ensemble, et donc c'est dans cet esprit-là que nous avons fait cette proposition et que nous continuons ce combat. Alors, pour terminer peut-être
mon propos introductif, j'étais plus long que je ne le pensais, j'ai hâte de vous entendre. Je dirais que parmi les propositions positives du rapport qui n'ont pas été mises en valeur, et nous le regrettons, mais qui n'ont pas été prises en considération non plus, nous le regrettons, j'espère qu'elles sont mises en œuvre, d'autant plus que et le président de la République, et le Premier ministre, et l'ensemble des responsables politiques les ont approuvés. Nous avons proposé que l'on enseigne le fait religieux à l'école. Jusque-là, dans l'école laïque, il y avait, pour des raisons historiques que j'évoquais tout à l'heure, que tout le monde connaît, une certaine méfiance à l'égard des religions, et donc enseigner l'histoire des religions dans une école laïque, ça pouvait apparaître comme un crime de lèse-laïcité. Eh bien, nous avons été agréablement surpris de voir qu'il y a eu un consensus entre tous ceux que nous avons interrogés, toutes les religions et les partis politiques, pour considérer qu'il fallait effectivement qu'on enseigne les religions, parce que les religions font partie de l'histoire, de la culture, de l'art de vivre de notre pays. Nous avons proposé aussi qu'il y ait des imams, des aumôniers musulmans. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les hôpitaux. Il y en a dans les prisons, mais pas assez. Il n'y en a pas dans les armées. Et il n'y en a pas dans les écoles. Nous avons proposé qu'il y ait des imams dans les lieux publics, dans un certain nombre de lieux publics. Nous avons proposé aussi qu'il y ait en France une école pour former des imams. Une école pour former des imams, parce que 85% des imams qui sont en France ne parlent pas français. Qui ont été formés en Arabie Saoudite, au Pakistan ou en Iran, c'est-à-dire des pays où il n'est pas évident qu'on leur a appris un certain nombre de valeurs que nous considérons nous comme essentielles. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ce que nous voulons, et ce que veulent d'ailleurs la plupart, beaucoup de musulmans, c'est qu'il y ait des imams français pour un islam de France. L'islam, encore une fois, a sa place en France, et comme les autres, comme laïcité, si je puis dire, ouvre les bras, à condition, bien entendu, que l'islam, comme les autres religions, ce n'est pas toujours été facile pour l'Église catholique, que les autres religions, que l'islam, comme les autres religions, doit respecter les valeurs qui, au-delà des différences, nous unissent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé qu'à l'école, il n'y ait pas de signes religieux ou, je disais tout à l'heure, nous avons proposé nous aussi politique ostentatoire. Pourquoi? Pour une raison très simple. L'école n'est pas un lieu comme un autre. Certains disent que c'est un sanctuaire laïque. L'école, c'est le lieu, c'est le moment où l'on enseigne aux enfants et aux adolescents ce qui nous unit. Le b.a.-ba de la République, des valeurs qui nous unissent, des valeurs qui forgent, qui fondent la nationalité française, la nation française, la communauté française, la communauté de ceux qui vivent en France. C'est à l'école qu'on apprend ça. Alors, il nous paraît pas souhaitable qu'à l'école, il y ait tel ou tel qui arrive en disant « moi je suis juif, moi je suis musulman, moi je suis communiste, moi je suis UMP », ça créerait un climat un peu désagréable. Je crois que ce n'est pas une atteinte scandaleuse à la liberté religieuse que de demander qu'à l'école, on mette en sourdine les valeurs qui nous unissent pour apprendre aux enfants ce qui, au-delà de ce qui nous différencie, et qui est par ailleurs respecté, nous unit et forme la communauté nationale. Voilà, si vous voulez, je pourrais prolonger mon propos, je pense l'avoir suffisamment dit pour susciter vos questions ou vos critiques. Je vous remercie de votre attention, je suis prêt à répondre à vos questions. Je ne vois pas les mains qui se lèvent, j'en vois qui... Oui, je ne vois pas très bien. Non, je veux seulement vous remercier et faire une petite remarque
souligner ce que vous avez dit à propos de la réduction de la tolérance. Le côté réducteur commence effectivement dans les médias, puisqu'ils ne donnent qu'une partie de l'information, et c'est là où commence la tolérance. La tolérance, c'est-à-dire ne pas donner qu'une partie de l'information, seulement toute l'information. Et effectivement, j'ai écouté beaucoup de débats, autant en langue française qu'étrangère, mais on ne parlait que du voile, effectivement. Je voudrais ajouter aussi que j'ai vécu pendant 33 ans en Allemagne. Là, les religions sont enseignées dans toutes les écoles, c'est très important, et ceux qui n'ont pas de cours religion protestants ou catholiques ont des cours d'éthique. Et il y a aussi les étrangers, les Turcs, qui se retrouvent l'après-midi et qui ont des cours. Et je trouve que c'est extrêmement important, parce que plus on réduit, plus on interdit, plus il y a un combat qui se fait. Alors que lorsqu'on permet, il n'y a pas ce combat-là. Quant à propos de l'Arabie saoudite, effectivement, là aussi, il y a une réflexion à se faire, parce que l'Arabie saoudite ne permet pas aux Philippiniens catholiques qui sont là-bas de pratiquer leur religion. Et ça, c'est aussi une réflexion qu'on peut se faire. Donc la tolérance, uniquement dans un sens, pour l'interrogation. Je vous remercie de votre intervention. Merci, madame. Je suis pleinement d'accord avec vous. C'est vrai que si la Turquie est un pays qui se prétend laïque, on ne peut pas dire qu'il soit exemplaire en ce qui concerne la tolérance religieuse. Enfin, on peut espérer que les choses vont s'améliorer. Deux questions qui ont dû sûrement vous être posées souvent. La première, est-ce qu'il y aurait une autre manière d'interdire les signes religieux dans les établissements publics par des circulaires? Ça serait la première chose. La deuxième, alors, l'école, pas un lieu comme les autres, bien sûr. Alors la question, et les marques sur le dos des écoliers, et les identifications à la marque. Est-ce que, la question de l'humour, mais je réfléchis là-dessus, est-ce que ça fait vraiment partie des valeurs qui nous unissent? Comment, en fait, retrouver des valeurs qui nous unissent autrement, et vous l'avez bien dit, hein, autrement qu'en interdisant? Comment proposer des valeurs et ne pas prendre le risque de faire en sorte qu'elles se réduisent à des identifications, parce qu'il y a un phénomène d'identification à la marque qu'il faudrait aussi, et je suppose bien que vous y avez réfléchi, qu'il faudrait approfondir. Merci. Merci. Tout d'abord, en ce qui concerne la circulaire, il y avait une circulaire, parce que François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale, à ce moment-là, qu'il y a eu les premiers problèmes de voile. Et une circulaire a été adoptée, le Conseil d'État d'ailleurs est intervenu. Il se trouve que le résultat n'a pas été jugé probant. Et qu'au cours de ces 2 ou 3 dernières années, il y a eu une progression du nombre de voiles à l'école. Mais effectivement, on se posait la question de savoir s'il fallait aller jusque la loi. Cela dit, moi je rappelle de temps en temps que la loi, ce n'est pas quelque chose d'horrible. La loi, c'est simplement l'expression de la volonté de la majorité de nos concitoyens, que dans une démocratie, c'est précisément ça la définition de la démocratie, la loi, c'est l'expression de la majorité du peuple. C'est quelque chose en soi qui ne doit pas scandaliser. Et s'agissant de cette loi-là, je le rappelle aussi de temps en temps à certains de mes interlocuteurs, je le rappelais, je me suis trouvé en Algérie la semaine dernière, et j'ai eu l'occasion, c'est là où j'ai perdu ma voix d'ailleurs, un petit peu grâce au micro, j'ai participé à de nombreux débats. Une loi qui bénéficie d'un tel soutien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu de la part de l'ensemble des forces politiques de notre pays un consensus, et je crois que c'est tout en l'honneur des responsables politiques de notre pays. Et
tous les sondages prouvent que la grande majorité des Français sont favorables à ce terme. Ce qui ne veut pas dire que la loi, je le répète pour la troisième ou quatrième fois, va régler tous les problèmes et ne présente pas des inconvénients. Mais je crois que cette loi ne peut pas comme ça, n'accuse personne, mais certains me disent, je ne croyais pas qu'il faudrait se débarrasser de cette loi, etc. Il ne faut pas se débarrasser de cette loi. Le problème, c'est la façon dont elle sera appliquée. Et nous avons proposé, de dire qu'à cet égard, nous avons été entendus, nous avons proposé que la loi soit appliquée dans un esprit de dialogue, de pédagogie, de modération. Et je vais retrouver, je pense, peu importe si je ne retrouve pas, les consignes qui ont été données par l'Éducation nationale. Il faut que dès qu'une fille manifeste le désir de ne pas porter le voile, qu'elle ait un dialogue avec le professeur, éventuellement avec le directeur de l'école, que l'on ait des contacts avec ses parents. Il faut qu'il y ait pendant plusieurs jours et peut-être plusieurs semaines un effort pour expliquer les raisons pour lesquelles il serait préférable qu'il enlève le voile, qu'il ne s'agit pas du tout d'une brimade, et qu'elle lui demande de faire cet effort parce que c'est fait partie de la loi. Et on fait de la comment dirais-je, il s'agit de faire de la pédagogie en la circonstance, et également auprès des parents. Et je trouve que il semble que, si l'on en croit un certain nombre de responsables musulmans, enfin, ils sont nombreux à s'exprimer, et ils ne sont pas toujours très qualifiés pour le faire, il semble que cela a contribué, je ne veux pas trop m'aventurer, à calmer un peu le jeu. Et qu'il y a un certain nombre de responsables musulmans qui disent maintenant, bon, que la loi existe, nous verrons ce qu'elle soit appliquée. Bon, je ne dis pas encore une fois qu'il n'y aura pas de problème, il y aura peut-être des moments difficiles, mais je crois que la question maintenant ne se pose plus de savoir s'il fallait ou non une loi. Il y a une loi. Nous souhaitons tous, dans l'intérêt des musulmans en particulier, que cette loi, qui n'est pas une atteinte à la liberté religieuse, soit appliquée et qu'on n'en parle plus. Mais que par ailleurs, les musulmans, comme les autres, comprennent qu'ils ont leur place ici. Et c'est là où je pourrais dire un mot sur l'intégration. Il est évident que si l'intégration avait été réussie, elle n'a pas tout à fait échoué, c'est notre débat, si l'intégration avait été réussie, si les jeunes d'origine maghrébine avaient eu le sentiment d'être considérés comme des citoyens à part entière, ils seraient moins attentifs, moins perméables aux propos et aux excitations des islamistes. Il est évident que beaucoup de jeunes, j'ai eu l'occasion de parler avec un certain nombre d'entre eux, c'était certainement le cas pour un certain nombre d'entre vous, beaucoup de jeunes musulmans, de jeunes d'origine maghrébine qui manifestent avec beaucoup de vigueur leur attachement à l'islam, ce qui est respectable, mais aussi leur refus de la loi et leur mise en cause des valeurs de notre pays, le font parce que n'ayant pas été considérés comme des citoyens à part entière, eh bien, ils cherchent un refuge ou une revanche dans les formes les plus brutales de l'islamisme. C'est cela qui est dangereux, c'est cela que nous payons. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dire mea culpa et laisser faire. C'est-à-dire qu'il faut essayer de rattraper les retards et les erreurs dans le domaine de l'intégration et que le combat pour la laïcité ne peut être gagné que si, en même temps, nous gagnons tous ensemble le combat pour l'intégration. Oui, Monsieur Stasi, merci de votre intervention. Je suis venu ici avec un petit peu de, on va dire un petit peu de retrait parce que je ne savais pas si j'allais comprendre mon énarque. Mais la deuxième chose et la question que je voudrais vous demander. Deuxième question que je voudrais vous proposer, vous demander, c'est
j'exerce au-delà de ma demi-retraite un poste d'élu et beaucoup, on peut dire, de président de l'Office HLM Danone. Et je suis constamment confronté à des problèmes assez spécifiques. Tout d'abord, et ça c'est en dehors de la question que je me posais, c'est quelle a été votre réaction quand la presse a médiatisé le fait que le texte qui était sorti était incompréhensible des proviseurs de lycée et qu'il a fallu le refaire. C'est la presse qui l'a dit, je ne sais pas si c'est vrai. La deuxième question, c'est que j'ai vécu des périodes, dans cette ville où je suis né d'ailleurs, assez tourmentées et, je peux dire, très agressives. Il y a 2 ans, on a une église qui a été profanée quand même pas loin d'ici. J'ai rencontré l'ensemble des communautés religieuses d'Annonay, que je connaissais par ailleurs parce que j'avais été pendant une période président des centres sociaux. Président des centres sociaux. Et je dis simplement, avant on avait un discours avec des gens et on avait ce que j'appelle des personnes clés dans les villes, dans les villages, dans les quartiers. On avait un problème dans une famille, bien, mal, etc. On allait voir le pseudo-représentant de cette communauté et dans les 48 heures, 3 jours, il nous donnait une réponse. Bon, là, problème, famille pas bien, comportement un peu, on n'a pas réussi à expliquer, allez-y, expliquez-leur, prenez des sanctions. Ou alors il disait, pas de problème, je m'en suis occupé, et dans les 15 jours qui suivaient, on sentait qu'il y avait une petite amélioration, etc. Ça, je ne l'ai pas retrouvé il y a 2 ans de ça, quand il y a eu cette profanation de l'église. Certaines communautés, qui toutes d'ailleurs se sont inscrites contre cette profanation, mais je peux vous dire que les relations étaient différentes. Certaines personnes que je rencontrais dans les quartiers, en serrant la main, etc., qui étaient dans ces lieux de culte où je suis allé pour rencontrer les personnes responsables, pour leur demander de se positionner suite à ça, ne venaient pas me dire bonjour tant que la personne responsable du culte, etc., ne m'avait pas serré la main, ne m'avait pas invité à quitter mes chaussures, à boire le thé avec lui, ou avec, oui, surtout avec lui, jamais avec elle d'ailleurs. Et à partir de là, ces gens-là commençaient à venir m'offrir le café, m'offrir le thé, parce qu'ils étaient quelque part, ils avaient senti que cette personne qui gérait la communauté avait accepté de recevoir, etc. Donc moi, ça m'a drôlement interrogé, parce que je n'étais pas habitué à ce style de relation. Et je finirai simplement, parce que je crois que j'étais trop long déjà, je dirais simplement, la deuxième question qui m'interpelle, j'étais en retard comme vous et vous m'avez bien arrangé, je participais à un conseil d'administration en tant que représentant de la ville, d'un lycée pas loin d'Annonay, classé en zone d'éducation prioritaire. Le rectorat avait demandé fermement au principal de ce lycée, de ce collège, d'inscrire dans son règlement intérieur une partie du texte de loi tellement simple dans notre pays, article L5511,00, dont le texte est le suivant, et les profs qui participaient à ce conseil d'établissement ont dit « Ouh là là, mais il va falloir plus d'une journée à nos gamins pour comprendre ça, il va falloir même qu'on leur l'explique. » Et ça, c'est l'application réelle sur le terrain. Et puis la dernière chose, c'est arrivé en fin de conseil d'administration où un professeur turc qui avait effectivement tous les éléments de son pays, de Turquie, et qui enseigne la langue turque dans un lycée non loin, à Athènes d'ailleurs, dans Drôme, avait demandé le prêt d'une salle pour apprendre le turc aux enfants du collège. Et bien ça a été refusé par le conseil d'administration. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre intervention. Je tiens à vous dire que la commission a fait des propositions, ce n'est pas nous qui avons fait le texte. Je vais vous donner lecture j'ai le rapport. Vous l'avez tous lu, j'en suis sûr. Attendez. L'adoption d'une loi sur la laïcité. Cette loi comporterait un double volet. D'une part, préciser les règles de fonctionnement dans les services publics et les entreprises. D'autre part, assurer la diversité spirituelle de notre pays.
fonctionnement des services publics, infirmiers stricts, adopter pour l'école la disposition suivante. Dans le respect de la liberté de conscience et du caractère propre des établissements privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges et lycées les tenues et signes manifestant appartenance religieuse ou politique. Toute sanction est proportionnée et prise après que l'élève a été invité à se conformer à ses obligations. Cette disposition serait inséparable de l'exposé des motifs suivants. Les tenues et signes religieux interdits, etc., sur les signes ostensibles, tels que grande croix, voile ou kippa, ne sont pas regardés comme des signes manifestant une importance religieuse. Les signes discrets que sont par exemple médaille, petite croix, étoile de David, main de Fatma ou petit Coran. Bon, c'est clair, on ne peut pas être d'accord, mais je veux dire, ce n'est pas des charabia, je crois. Je reconnais volontiers qu'effectivement, le premier texte qui était sorti des délibérations de je ne sais quelle instance, enfin, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, était pour le moins obscur et même parfois contradictoire. Le nouveau texte est tout à fait clair et sans équivoque. Ça ne règle pas tous les problèmes, encore une fois, mais au moins on respecte... Enfin, c'est clair. Oui, je ne sais pas la suite de quelle intervention, je voulais dire que, évidemment, la solution idéale s'agissant de l'école, ce serait qu'on revienne à la blouse. Et certains l'avaient proposé. Les parlementaires ont également eu une réflexion sur ce problème, ce qui est fait naturel, et ils avaient proposé qu'il y ait une blouse, et c'est vrai que ça serait idéal, mais c'est pas possible. Je crois qu'on ne peut pas revenir à la blouse, mais c'est vrai que ça a une signification. Ça veut dire que les riches et les pauvres, ils sont habillés de la même façon. C'est tout de même l'égalité. Mais je crois que ça ne se fera pas. Et pourquoi? Comment? Pourquoi? Au fond, vous avez un problème de signes discriminatoires. Oui. Comme vous l'avez développé. Enfin, moi, je n'ai pas de problème. Moi, mais... Votre commission. Oui. Et pourquoi pas revenir à une solution simple qui mettrait tout le monde d'accord? La blouse ne paraît pas quelque chose de ridicule, de désuet, et permettrait, excusez-moi, permettrait en tout cas d'éviter justement l'ostentation de vêtements de luxe par rapport à ceux qui le sont moins. Excusez-moi, vous pouvez me dire pourquoi vous avez écarté cette hypothèse? Nous l'avons écarté parce que les parlementaires qui l'avaient délibéré avant, il y avait une commission parlementaire qui l'avait délibéré, et finalement il avait rejeté. Alors, ce n'était pas la peine de proposer quelque chose dont nous étions certains que ce serait rejeté par la majorité, la grande majorité des parlementaires. Il me semble que quelquefois les solutions les plus simples s'avèrent être les meilleures. C'est vrai, mais bon, c'est pas nous qui décidions. Et donc, ce n'était pas la peine qu'on s'engage dans un combat perdu d'avance, puisque nous faisions des propositions, et que ce sont les parlementaires qui décidaient. Et en la circonstance, effectivement, le vote à l'intérieur de je ne sais quelle commission parlementaire qui s'est prononcée là-dessus a été très majoritairement défavorable Je voudrais revenir sur deux questions, parce que cette histoire des voiles, qui date non pas de M. Bérou, mais avant de M. Jospin en 89, oui. Qu'on a vécu, qu'on a à la fois bien vécu et mal vécu, il me semble qu'on la pose mal de toute façon. Comme tous les autres signes. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Bon, alors, là, on va retrouver l'autre problème dont vous avez parlé, et c'est formidable, c'est la formation. Il n'y a pas de clergé en islam sunnite. Il y en a beaucoup en islam chiite, mais pas en islam sunnite. Il y en a beaucoup dans les sectes. Les marabouts, il y en a partout. Bon, alors, à partir de là, qui va les former? C'est le problème, c'est qui va les former? Les former scientifiquement, comme on forme un enfant, comme maintenant dans les religions, depuis le début du protestantisme, on a essayé d'approfondir le fait religieux. Mais qui va les former? L'Arabie Saoudite? Mais j'ai vécu, moi, à côté de Nevers, un institut qui est tout à fait intéressant, mais enfin quand même. Qui va les former? Personnellement, pour avoir un peu travaillé là-dedans, puis avoir vécu dans ces pays-là que j'aime beaucoup,
il me semble qu'il y aurait peut-être à rechercher du côté des professeurs d'histoire, en particulier les professeurs d'histoire, mais à condition qu'ils reçoivent une formation sur le sujet adéquate. Au moins, on serait sûr que ça serait un peu objectif et non pas déjà une démarche religieuse avant l'heure. C'est un premier point. Alors, maintenant, je reviens sur d'autres signes. Tout à l'heure, on vous a parlé de signes religieux. Le voile, la croix, etc. Bon, on amalgame tout ça. Le problème pour le voile, la croix, etc., c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. On ne peut pas interdire quelque chose, c'est ce que ça cache qui est intéressant. Ce que ça couvre. Si on l'interdit, on fait une loi, mais comment voulez-vous que des gens, surtout s'ils viennent d'un milieu populaire, n'ont jamais compris chez eux, comment voulez-vous qu'ils les comprennent en France? Or, le voile veut dire quelque chose pour un musulman. Bon, alors, là, c'est là peut-être la différence avec les signes qu'on a entendus au moment où la loi que vous proposiez sortait. On a entendu les aspects vestimentaires, sport, etc., le marquage identitaire. C'est pas tout à fait pareil, ça. Ou alors, philosophiquement, si, ça se rejoint dans un sens. C'est-à-dire que tu ne penses plus par toi-même, d'autres pensent pour toi. En l'occurrence, les marchands de fric pour la deuxième question, et puis les soi-disant penseurs religieux pour l'autre. Voilà. Je ne sais pas, ça serait peut-être à réenvisager, mais on n'en parle jamais de cela. Qu'est-ce que ça cache en profondeur? Voilà. Vous voulez que j'appelle? Je peux intervenir pour répondre, je sais pas. Oui, je vais répondre. Tout d'abord, attendez, je n'ai pas très bien compris le sens de votre question. Ce qui ne facilite pas les choses pour répondre. Parce que, bon, il va sans dire que ce que signifie le signe religieux en question, c'est précisément... D'abord, sur ce point, les musulmans ne sont pas d'accord. Il y a un certain nombre de musulmans, et parmi les responsables, qui considèrent que le port du voile n'est pas du tout obligatoire, d'autres qui, au contraire, disent avec beaucoup de conviction, d'apparente conviction, qu'il est obligatoire et qu'on ne peut pas être une bonne musulmane si on ne porte pas le voile. D'autres tiennent un discours tout à fait opposé. Alors, je crois qu'en la circonstance, c'est tout de même à notre... Comment dirais-je, il s'agit de voter une loi pour l'islam en France. Je crois que, puisqu'il n'y a pas accord entre les musulmans, je crois qu'il n'est pas scandaleux qu'on dise, eh bien, tel signe est considéré comme étant un signe religieux, en tout cas comme un signe qui ne doit pas être exhibé à l'école, pour les raisons que je rappelais tout à l'heure. Je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas la peine de discuter avec des philosophes, des historiens, etc. Bon, il se trouve que il y a beaucoup de filles d'ailleurs, j'ai l'occasion de parler avec beaucoup de filles qui portent ou qui ne portent pas le voile. Certaines d'entre elles le portent certainement de bonne foi, croyant que c'est un signe religieux, et pas du tout par obligation. D'autres le portent par obligation, d'autres s'en fichent pas mal et n'en portent pas. Enfin bon, c'est quand même à nous à dire, bon, puisque c'est comme ça, eh bien, nous considérons que tel signe est un signe qu'on ne peut pas tolérer dans l'école laïque, puis c'est tout. C'est pas la peine de réunir tous les savants de tel ou tel pays ou de telle ou telle religion. Le problème, c'est pas ceci. Le problème, c'est que même quand on vous dit ça, mais bien sûr, tout le monde ne le porte pas. Il n'y a qu'à regarder comme ils sont bien contents de venir en France en particulier pour faire autrement. Mais c'est pas ça le problème. C'est que si on l'interdit, il faut qu'ils sachent pourquoi en profondeur on l'interdit. Écoutez, je crois avoir dit... Avec leur mentalité et non pas. Nous, on peut l'interdire pour la nôtre, mais ça ne sera pas la façon de le faire comprendre. Faites-nous l'honneur de penser que nous avons compris, je vous remercie de nous le rappeler, qu'il faut effectivement un dialogue permanent. D'abord avec les responsables de l'islam, ce qui n'est pas toujours facile pour des raisons que l'on connaît, parce qu'effectivement les interlocuteurs ne sont pas toujours... sont souvent divisés entre eux. Mais d'où les efforts qui ont été faits, en
particulier par l'ancien ministre de l'Intérieur, pour que nous ayons, mais les prédécesseurs d'ailleurs, Jox et Chevènement et d'autres avaient essayé aussi de faire en sorte que l'on puisse discuter des problèmes de l'islam avec des représentants des religions, de cette religion. De même que maintenant il y a un dialogue permanent entre les pouvoirs publics dans notre pays et les représentants de l'Église catholique, les représentants des juifs et les représentants des religions. Il fallait effectivement commencer par établir le dialogue et d'avoir des interlocuteurs avec lesquels on pouvait s'exprimer. Et on pouvait s'entendre, en tout cas dialoguer. C'est pas facile. C'est pas... Eh bien, je crois qu'il faut quand même qu'à un moment donné, on prenne une décision, on vote une loi et qu'on essaie de l'appliquer. Dans un esprit de dialogue, de pédagogie, bien entendu. On ne va pas poursuivre le débat jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous ne croyez pas que justement les choses patinent parce que ça a été abordé sous l'angle religieux? Moi j'ai discuté avec des jeunes, et quelle que soit d'ailleurs la confession, à partir du moment où la République et la loi viennent toucher à ce qui est le plus intime, la liberté de conscience, de penser, la référence au spirituel, et vient un petit peu poser des normes, il y a naturellement une manifestation de rébellion. Est-ce que la chose n'aurait pas été plus simple si tout simplement on avait appelé un chat, à savoir que le voile, pour parler de lui, et certaines interprétations de l'islam posent tout simplement à la République le problème de l'égalité de l'homme et de la femme. Et à partir de là, dire il est intolérable que telle ou telle religion, quelle qu'elle soit, porte atteinte à un principe d'égalité fondamentale entre les hommes et les femmes, notamment dans le milieu scolaire, il est absolument interdit et proscrit d'affirmer cette négation d'égalité. Je pense que sur le plan pédagogique, c'était quelque chose qui aurait cadré complètement les règles républicaines, applicables à tous. On est sur le territoire français, qu'on soit musulman, catholique, protestant, juif ou orthodoxe, on respecte les lois de la République, alors que là, on est parti, et on voit bien, et quelque part, c'est vrai que les musulmans sont mis un petit peu au banc par ce débat, et on voit bien, on en est à s'interpeller pour savoir si la République doit se charger de former les savants de l'islam. Excusez-moi, est-ce que la République penserait un moment à former les formateurs, des prêtres pour l'Église catholique ou des moines pour le bouddhisme? Donc il faut faire attention à un certain moment, parce qu'il faut égalité de traitement entre tous. Il faut qu'il y ait des savants qui soient formés, bien entendu, pour que soit pratiqué un islamisme compatible avec les lois de la République en France. Ça prendra certes du temps, c'est une bagarre d'ordre culturel, mais qui peut tout à fait se jouer, mais il faut surtout que ce soit cette communauté religieuse qui se mette en place toute seule, et de ce point de vue, d'ailleurs, les initiatives de l'ancien ministre de l'Intérieur pour le Conseil français du culte musulman vont un petit peu dans ce sens-là. Qu'en pensez-vous? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je peux sans doute vous exprimer de façon plus claire que je ne le fais, mais que j'adhère tout à fait à ce que vous avez dit, à savoir qu'évidemment, je n'ai jamais dit, enfin, peut-être que je me suis mal exprimé, que c'était à nous à former les imams. Et quand je dis qu'il faut aider à la création d'une école pour former les imams, ça ne veut pas dire que ce sont des juifs ou des chrétiens ou des athées qui vont former des imams. Ça aurait été stupide si je l'avais dit ou si je l'avais pensé. Il est évident qu'il faut faire ça en liaison avec les autorités musulmanes, avec les responsables musulmans, que nous avions dans notre commission, M. Aknoun
qui est un grand islamiste et un philosophe de grande qualité, et qui a déjà fait des propositions sur ce point. C'est évident qu'on ne va pas imposer aux églises, à l'église musulmane, aux musulmans, on ne va pas leur imposer des imams. Je vous remercie d'avoir, c'est un oubli de ma part, insisté sur le problème égalité homme-femme. C'est dans le rapport, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, merci encore de me donner l'occasion de réparer cet oubli. Nous avons beaucoup insisté dans nos propositions sur le fait que le port du voile est une atteinte à l'égalité entre l'homme et la femme. C'est une atteinte à l'égalité entre l'homme et la femme, et l'égalité entre l'homme et la femme, c'est quand même une des valeurs de la République qu'il faut respecter. C'est toujours à propos de la loi qui a été votée. Monsieur Stasi, vous avez dit qu'il s'agissait d'une loi nécessaire, et vous avez fait remarquer que, pratiquement à l'unanimité, les citoyens français l'avaient approuvée. Mais la question que je me pose, c'est qu'apporte-t-elle de nouveau par rapport à la loi 1905 qui garantit la séparation de l'Église et d'État, qui garantit également la liberté d'exercice de culte dans le cadre de la sphère privée. Si je pose cette question, c'est parce que il me semble que, à travers la démarche que vous avez explicitée, qui est contenue dans la loi, il s'agit d'instaurer un dialogue, une concertation. Et est-ce que cette démarche ne va pas amener progressivement à, je dirais, une laïcité édulcorée qui, alors que la loi 1905 affirme des principes forts et clairs, et donc une laïcité édulcorée qui amènerait à ce qu'on soit dans des limites floues entre la sphère publique et la sphère privée. Et en posant cette question, ça m'amène à une deuxième remarque, ou également à une deuxième question. Vous avez bien distingué tout à l'heure le fait que nous étions dans un État laïque et qu'en France, nous n'étions pas soumis à une religion d'État. Par contre, vous avez évoqué la notion de religion dominante. Et c'est justement une question qui m'interpelle. Je constate que de nombreux événements ou de nombreux anniversaires à caractère nationaux sont souvent marqués par des messes solennelles. Est-ce qu'il n'y a pas là une confusion entre l'État laïque et la religion? Le dernier exemple en date, c'est ce matin à Ouagadougou. Mais ce n'est pas le seul cas, vous savez, il y a eu un enterrement solennel de François Mitterrand. 2 fois, deux messes, il a eu droit à 2 messes. Une messe privée, mais aussi une messe, j'allais dire, publique. Oui. Non, on peut y avoir la conception que l'on veut de la laïcité. Pour ce qui me concerne, moi je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis à la fois chrétien et très laïque, et très attaché à la laïcité. Et, je ne vais pas vous raconter ma vie, je répondrai tout à l'heure à vos questions, j'ai eu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un long parcours politique, pas une seule fois, dans mes propos, dans mes écrits politiques, je n'ai fait la moindre allusion au fait que je suis catholique. C'est en cela notamment que je me sépare, que je me différencie du président des États-Unis. Je trouve ça scandaleux, en tant que chrétien, que l'on mouille, que l'on compromette Dieu dans la politique, dans les combats, les aléas, les échecs, les magouilles, parfois de la politique. La politique, je suis très content d'avoir fait de la politique, j'essaie de la faire aussi bien que possible, en respectant certaines valeurs, et la politique, on connaît des échecs, on connaît, bon, c'est pas toujours très clair, très clean, et très, bon, et puis il y a les échecs, encore une fois, je le répète. Donc dire, mouiller de compromettre Dieu dans les combats de la politique, je trouve que c'est un manquer de respect de la religion. Et si je suis très attaché à la laïcité, je suis très attaché aussi à ce que la religion, je crois que tout le monde y gagne, la laïcité. Tout le monde gagne d'être libre.
La laïcité, c'est la liberté. Je reviens à ce que je disais au début. C'est la liberté. On est libre. Ça n'impose pas. On n'impose rien aux religions, sauf bien entendu respecter les valeurs. Et les religions n'imposent rien à l'État. Chacun reste dans son domaine. Alors, je crois que on parlait de limites floues entre le public et le privé. Je crois que ça se passe pas trop mal. Bon, c'est vrai que la France, je n'ai pas dit que c'était l'Église catholique est une Église dominante. Je dis qu'il a été pendant très longtemps l'Église presque officielle. Pas tout à fait l'Église d'État quand même, mais c'est vrai numériquement que c'était l'Église dominante et qu'à certains égards elle le demeure encore. Et c'est vrai que par exemple pour les jours fériés, ce sont les jours fériés catholiques, vous vous souvenez peut-être que la proposition de la Commission pour qu'il y ait 3 jours fériés en plus, un correspondant à une fête musulmane, et l'autre correspondant à une fête juive, et l'autre correspondant à une fête musulmane, juive et comment dirais-je, oui, le bouddhiste, une fête bouddhiste. Bon, c'était une façon de montrer que toutes les religions étaient reconnues et respectées. Ça a été repoussé. Nous l'avons regretté. C'est la seule d'ailleurs de nos propositions qui a été repoussée. Je m'en suis expliqué depuis avec un certain nombre de responsables politiques. Je pense qu'on y viendra un jour. Mais je crois que ça aurait été la façon de montrer que les autres religions étaient bienvenues en France. Mais le fait que l'Église catholique soit celle qui a encore, et pas pour longtemps, le plus grand nombre d'adeptes, et le fait aussi que dans l'histoire de notre pays, l'Église catholique a joué un rôle plus important que les autres, c'est un fait que l'on ne peut pas nier. Que l'on soit catholique ou non, on ne peut pas nier. Mais il ne faut pas que l'Église catholique bénéficie de privilèges, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je voulais reparler des vêtements à l'école pour répondre aux messieurs qui ont proposé les uniformes ou la blouse. Et je voulais dire que je pense pas que tout le monde serait d'accord. Moi, je sors du lycée et je pense pas que si on proposait une blouse ou un uniforme, tout le monde serait d'accord. Ou un blouson. Non seulement pas parce qu'il y en a qui sont plus fashion ou moins fashion, mais parce qu'on s'habille aussi parce qu'on se sent bien dans ses vêtements. Et que si aujourd'hui j'ai envie de mettre des tongs, et moi je mets des tongs et je suis pas les autres. Et enfin, je trouve que c'est important, quoi. C'est pas un refus, je veux pas, c'est pas un refus de la structure ou de créer quelque, excusez-moi, je dis même, ou de dire j'appartiens à telle société ou telle classe. C'est plutôt pour être bien. Et ben, je remercie le gouvernement justement de ne pas aller dans ce sens et de ne pas créer d'uniforme, de revenir en arrière. Voilà, alors, merci. Oui, merci de votre propos. Ce que je viens de dire, c'est que dans la circonstance, ce qui compte, c'est pas seulement ce que vous voulez dire en portant tel ou tel insigne, c'est aussi la façon dont c'est reçu par les autres. Si vous portez un insigne « je suis juif »,« je suis musulman », etc., ça peut être sans aucune volonté de prosélytisme ou d'agression. Ça peut être considéré par d'autres comme étant une atteinte à leur liberté de penser ou à leur conviction. Ça peut être la source de tensions et de conflits. Il est évident que, compte tenu, on n'y a pas fait allusion, mais ça compte beaucoup, le conflit entre Israël et Palestine durcit les positions et les conflits. On en voit souvent, malheureusement, des conséquences dans certains quartiers, pas seulement dans les quartiers difficiles, mais parfois aussi dans les écoles. Moi, ça ne me paraît pas souhaitable que certains viennent à l'école en disant « moi je suis juif, moi je suis protestant, moi je suis musulman ». Je crois qu'il vaut mieux éviter ce genre de comportement qui peut être considéré comme une provocation et donner lieu à des conflits, et plus qu'à des conflits.
Le principe de la laïcité me paraît quelque chose de très très important à défendre, effectivement, comme un principe de liberté. Ce que je constate depuis tout à l'heure, c'est qu'on s'occupe beaucoup de permettre aux religions de s'exprimer. Il y a quand même des gens qui n'ont pas de religion et qui sont qui sont tout à fait en droit de vivre sans religion. Et je pense que justement, quand on parle qu'on fait des messes pour ceci, des messes pour cela, en fait, les gens, enfin, nous les laïcs, nous ne savons pas trop célébrer les choses sans religion. Et je crois que c'est une chose qui est un petit peu dommage. Je pense notamment lorsqu'on a fait l'allusion à l'église profanée. Il y a eu une cérémonie donc, pendant laquelle, bien sûr, ça se passait dans l'église, puis ça s'est passé dans l'église, où toutes les communautés ont été représentées, mais il n'y a pas eu de représentants de gens, enfin, comment dire, qui n'ont pas de religion, quoi, des droits de l'homme ou des personnes qui sont simplement, moi je sais que je ne pratique pas de religion, et je me sentais tout à fait concernée par cet événement, et que je ne me suis pas sentie représentée par le pasteur, par l'imam, Je n'étais absolument pas représentée dans cette cérémonie qui était justement une protestation pour la liberté de chacun de vivre sa religion ou sa non-religion. Vous avez tout à fait raison, et ça me donne l'occasion de dire ce que j'aurais dû dire, que bien entendu nous avons auditionné les responsables de toutes les loges, y compris les loges féminines, et que au sein de la commission, il y avait un des membres qui était se présentait lui-même comme un laïciste il disait même parfois en riant, je suis un laïcard convaincu, qui défendait, qui veillait à juste titre à ce qu'on n'oublie pas qu'il y a bien entendu les religions, mais qu'il y a également ceux qui n'ont pas de religion, ceux qui sont athées. Je l'ai dit tout de même tout à l'heure, rapidement au début de mon propos, en disant que la laïcité, c'est le droit, c'est le respect de la liberté religieuse, c'est le droit d'avoir une religion, de changer de religion et de ne pas avoir de religion. Et donc, il faut aussi, et sur ce point, effectivement, certainement des progrès à faire, que ceux qui sont athées soient reconnus comme les autres, bien entendu, qui ne subissent pas la moindre pas de discrimination dans quelque domaine que ce soit à leur égard. Et lorsque nous avons proposé qu'on enseigne les écoles, les religions à l'école, nous avons insisté aussi sur le fait qu'il fallait enseigner la laïcité. Je veux dire la laïcité au sens où vous l'entendez. Non, on n'a pas du tout oublié la laïcité. Est-ce que la loi sur la laïcité n'est pas l'ultime recours à l'échec de la République à finalement instaurer un dialogue dans les écoles, vous en avez parlé, et dans les lieux de culte, vous avez parlé de liberté, vous avez parlé d'égalité, la fraternité a peut-être manqué un petit peu, pensez pas? Est-ce que, la deuxième partie de la question, est-ce qu'avec une loi sur la laïcité qui interdit justement, ça ne va pas précipiter, renforcer en tout cas le repli identitaire auquel on assiste depuis quelques années en France? Est-ce que ce repli ne va pas se durcir? Je prends l'exemple de la Grande-Bretagne, où les signes ostensibles sont tolérés. C'est vraiment le contre-exemple de la France. D'ailleurs, il y a eu un tollé général de ce côté-là. En tout cas, c'est désigné comme un succès, la Grande-Bretagne, puisque les signes ostensibles sont tolérés. Bon, j'ai vécu quelques années en Grande-Bretagne. Je peux vous dire que ça ne pose pas de problème. Tout le monde a sur lui un signe d'appartenance religieuse à l'école. Et j'ai pas noté de problème particulier. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? D'abord, la fraternité. Je crois me souvenir que dans la première phrase que j'ai prononcée, sinon dans la première, la deuxième ou la troisième, j'ai parlé de la fraternité. Et la laïcité, c'est la liberté, c'est l'égalité et la fraternité. Et j'ai précisé la fraternité, c'est-à-dire de vivre ensemble dans le respect de nos différences. C'est ça la fraternité. On est différents.
on a des convictions politiques différentes, des origines ethniques différentes, des convictions religieuses différentes. La laïcité, c'est de faire en sorte qu'on vive ensemble dans le respect réciproque autour d'un certain nombre de valeurs que nous partageons. C'est pas plus bête que ça. C'est ça la laïcité. Donc, merci de me donner l'occasion d'insister à nouveau sur la fraternité. Le vivre ensemble, c'est ça, c'est vivre ensemble dans le respect de l'autre. C'est un mot d'ailleurs qui est revenu souvent dans notre débat et auquel je tiens beaucoup, peut-être que je n'ai pas suffisamment utilisé ce soir, mais je parle beaucoup de respect, se respecter les uns les autres. On ne peut vivre ensemble si l'on respecte les uns les autres. Et tout ce qui peut apparaître, je reviens, excusez-moi, à l'école, comme étant provocation, comme suscitant un malaise, ne me paraît pas aller dans ce sens. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Vous avez dit une loi qui interdit. La loi n'interdit pas, elle fixe des limites. Dites-moi une loi qui ne fixe pas de limites. On n'interdit pas. La liberté religieuse, on a le droit de porter le voile en France. Il se trouve qu'à l'école, non. Le voile, quand je dis le signe religieux ostentatoire, on peut dire de toutes les lois que ce sont des lois criminelles parce qu'elles s'interdisent. On n'interdit pas, on fixe des limites. C'est le principe même de la loi. Monsieur Stasi, vous voulez parler de respect des autres, je suis totalement d'accord avec vous, mais moi ce qui me choque, il y a deux choses qui me choquent. C'est qu'on parle toujours des droits de l'homme, jamais des devoirs de l'homme. Moi j'ai jamais pu dissocier les droits et les devoirs. Deuxièmement, quand j'entends très souvent des politiques parler, j'ai l'impression qu'ils confondent démocratie et démagogie. Tout à l'heure vous avez parlé de la loi. La loi, il y a une loi maintenant qui interdit les signes ostentatoires à l'école. Mais vous avez quand même ajouté, cette loi, il faut l'appliquer avec discernation, avec psychologie, il faut convoquer les parents, il faut ci, il faut ça. Si, comme moi, vous êtes un automobiliste, vous avez une loi qui vous interdit, dans certains lieux, de dépasser le 50, ou le 90, ou le 130. Et si vous le dépassez, vous faites le 51, le 91, ou maintenant le 131, eh bien vous êtes passible de la loi. On ne vous demande pas pourquoi vous l'avez fait, on ne vous demande pas des circonstances atténuantes, on vous demande de l'appliquer. En France, il y a une loi qui interdit la polygamie. Or, on s'aperçoit qu'il y a des polygames en France qui bénéficient des allocations familiales et de la sécurité sociale pour tous leurs enfants, quel que soit leur nombre de femmes. Alors, je voudrais quand même savoir pourquoi, en France, il y a deux applications de la loi, celle qui est stricte et qui n'autorise aucune objection, aucune intervention, et puis d'autres avec laquelle il faut prendre beaucoup de garde. Bien. En ce qui concerne vous dites que c'est faire preuve de faiblesse ou que de vouloir appliquer la loi dans un esprit de dialogue. Moi, je suis pour la pédagogie. Je crois qu'il faut profiter de cette occasion pour expliquer à la jeune fille et à ses parents les raisons pour lesquelles il est préférable qu'elle renonce à porter le voile à l'école. C'est de la pédagogie, c'est pas du tout faire preuve c'est pas de la démagogie de faire ça. La loi, il faut l'appliquer, mais il ne faut pas l'appliquer brutalement, il faut en profiter pour faire de la pédagogie et du civisme. Je ne crois pas que nous ayons à regretter de ne pas considérer la loi comme un coup près qui doit trancher, alors qu'il faut au contraire que ce soit l'occasion d'un dialogue et d'une explication et d'une pédagogie. Comment il n'y a pas de type de loi? Il y a 2500 types de lois. Mais toutes les lois ont cette singularité, c'est comme ça. Il y a des choses qui l'interdisent et il y a des choses qui ne l'interdisent pas. C'est le principe de la loi. Je ne comprends pas très bien le débat. Je suis un peu... Siffler dans la salle, parce que ça dépend du milieu dans lequel on se trouve. Moi, je suis dans un milieu patronal, où j'ai toujours estimé qu'il y avait une autorité qui devait être préservée. Or, la loi est en France pour préserver l'autorité, et je m'aperçois qu'il y a deux types de Français, ceux qui la respectent et ceux qui la respectent pas. Exactement. Et on ne me fera pas changer la vie. Je n'entre pas dans ce débat, j'ai dit ce que j'en pensais. Je considère bêtement
Une loi est faite pour être respectée, mais je reconnais qu'on peut avoir un avis différent. Oui, bien sûr, Il faut bien entendu veiller à ce que la loi soit utile et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de l'homme. C'est évident, ce n'est pas le but de la loi en général, d'ailleurs, dans notre pays. Faut pas faire des graves. Sur les devoirs. Ah, je suis pour. Bien sûr, le devoir, c'est de respecter la loi. Non, vous avez raison. Je crois qu'il faut également enseigner les devoirs. Ça fait partie de la pédagogie, ça doit faire partie de l'enseignement. Et les devoirs civiques. Ce que, personnellement, je regrette, c'est que lorsqu'on a supprimé le service militaire national, je crois qu'il fallait le faire, on ne l'a pas remplacé, comme on aurait dû le faire, par un service civique. Il aurait fallu que pendant quelques mois, les garçons et les filles aient aussi à rendre des services, soit plus défavorisés, soit aux pays en voie de développement, aux pays pauvres, enfin, qu'il y ait un service obligatoire qui permette aux jeunes de comprendre quels sont non seulement leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Oui, bonsoir. Je voudrais peut-être un peu élargir le débat et voir peut-être plus loin et vous demander votre avis sur mon positionnement. Je pense que peut-être qu'on a cette spécificité française est due à notre histoire et notamment au problème de la guerre d'Algérie, qu'on n'a peut-être pas forcément éludé de façon très claire et pour laquelle on a pris des positions et surtout on a volontairement oublié beaucoup de choses. Et je me pose des questions sur le fait que s'il n'y a pas un inconscient collectif par rapport à la France, de vouloir, je vais m'exprimer peut-être un petit peu fortement, faire payer quelque chose au niveau de ce qui s'est passé en Algérie. Voilà, je voudrais votre avis là-dessus. Je vous remercie de me poser cette question. Je suis personnellement très attaché à l'Algérie pour diverses raisons. J'ai passé un an en Algérie dans les moments difficiles et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter un certain nombre de choses. Je reste très attaché à l'Algérie. Je suis président de l'association France-Algérie. Je viens de passer, je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, 4 jours en Algérie. Je me sens chez moi en Algérie et j'ai beaucoup d'amis algériens. Je crois pouvoir dire que, en ce qui concerne les Français, et en ce qui concerne l'Algérie aussi, la page est tournée, de ce point de vue-là. Que les pieds noirs, on les comprend, le sentiment d'avoir été les victimes de l'opération, c'est vrai, encore qu'il y ait même une évolution de la part des pieds noirs, et que j'ai eu l'occasion de conduire, pas toujours été facile, des pieds noirs en Algérie, prendre contact avec les Algériens, et que ça s'est en général très bien passé. Et que, en tout cas, je peux le dire aussi de la part des Algériens, si évidemment on fait allusion, et on le comprend très bien, à la guerre et à la façon dont elle a été conduite et aux erreurs dont parfois les Français se sont sentis étaient responsables, mais il y a eu aussi de la part des Algériens, notamment vis-à-vis de ceux qui avaient choisi de venir à la France, choses qui ne sont pas admissibles, enfin, moins qu'on puisse dire. Bon, mais je me félicite, j'en suis heureux chaque fois que je vais là-bas, de voir que cette page est tournée. On n'oublie pas, mais il n'y a pas de ressentiment. J'ai eu la chance d'être avec le président de la République lorsqu'il est allé en Algérie au mois de mars de l'année dernière. Ça a été extraordinaire, à Oran et à Alger. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait spontanément un tel enthousiasme. Ce qui veut dire que c'était extrêmement émouvant. Et qu'il y a, grâce aux deux présidents, le président Jacques Chirac et le président Bouteflika, on peut dire ce que l'on veut, et qui n'est peut-être pas, enfin bon, de toute façon, qui est actuellement le président élu en Algérie, qui est très attaché aux relations avec la France, et qu'il y a la volonté de la part,
seulement des deux présidents, mais aussi de nombreux responsables des deux pays, d'établir entre la France et l'Algérie ce que l'on appelle un partenariat exceptionnel. Je suis allé, quand j'étais, il y avait la foire d'Alger, il n'y avait jamais eu autant de chefs d'entreprise français. Il y avait également quelques chefs d'entreprise italiens, espagnols, mais il y avait 80% des chefs d'entreprise français, et chaque année, ils sont plus nombreux. Je ne dis pas que c'est une ligne de miel, mais les relations entre l'Algérie et la France, et je m'en félicite, sont dépassionnées. Et je crois qu'il faut s'en féliciter. Et il y a le domaine de la langue française qui est extrêmement important aussi. Et ça, Bouteflika, quel que soit par ailleurs ses défauts, Bouteflika, à partir du moment où il a été élu président de la République, a mis l'accent sur le fait que le français est la deuxième langue en Algérie, mais c'était la deuxième langue officielle. Depuis Bouteflika, j'ai l'occasion de participer à de nombreuses, avec un certain nombre de casquettes, j'ai l'occasion de participer à des réunions internationales. Jusqu'avant Bouteflika, les Algériens étaient obligés de parler en arabe, et maintenant ils parlent tous en français. Le français, l'Algérie est un des seuls pays où le français progresse. Là, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la lune de miel entre la France et l'Algérie, mais les relations sont bonnes et dépassionnées. La page est tournée. En France. Hein. Bonsoir. Je vous remercie de votre intervention et je suis persuadée que la loi était nécessaire. Ce qui me désole, c'est que dans un pays comme la France, on soit obligé de faire voter, enfin d'instaurer une telle loi, parce que pour moi, comme vous l'avez si bien dit, c'est le fait qu'il y a eu tellement de discrimination envers les jeunes d'origine étrangère, et en particulier les jeunes d'origine maghrébine, que je connais pas, parce que je les côtoie dans mon travail et dans ma vie de tous les jours. Ce que je peux constater dans mon travail, c'est que ces jeunes sont discriminés pour l'emploi, pour les stages. Et ce qui me désole, je le redis, c'est qu'on est obligé de voter une loi parce que ces jeunes se sont réfugiés dans l'islam, disons intégriste, parce que souvent ils sont désespérés. Est-ce que, enfin peut-être que là on sort un peu du débat, mais je voudrais savoir qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que la discrimination à l'embauche, la discrimination pour trouver un stage cesse. Et la discrimination également au logement. Enfin, je ne parle pas par rapport au logement, je ne parle pas pour annoncer, parce que là, il n'y a pas trop de problème. Mais dans mon milieu de travail, tous les jours, je vois des jeunes qui ne trouvent pas de travail parce que, eh ben, ma foi, parce qu'ils ont un nom ou un prénom d'origine étrangère. Et ça va même parfois, il y a certaines personnes qui leur conseillent de changer d'état civil. Mais comme ils nous disent si bien, nous ne changerons jamais de visage ni de couleur de peau. Donc, comment faire pour faire reculer dans un premier temps ces discriminations? Parce que je suis certaine que s'il y a ces jeunes qui ont des devoirs, c'est sûr, tout le monde a des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Et ils ont le droit de travailler et de trouver un stage comme tous les jeunes de leur âge. Et alors, que faire pour faire reculer ces discriminations? Avez-vous une idée? Madame, je vous remercie, bien sûr. Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit. Je me donne l'occasion, pour essayer d'être bref, de vous dire ce que j'avais l'intention de vous dire à la fin de mon propos. Tout d'abord, vous avez 1000 fois raison, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, de dire que nous sommes en train de payer les échecs de l'intégration. Je ne veux pas me vanter. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'avais écrit un livre qui avait fait scandale, L'immigration, une chance pour la France, dans lequel j'expliquais tout bêtement que l'immigration, c'est-à-dire l'arrivée de jeunes maghrébins, pouvait être une chance pour notre pays à deux conditions. La première condition, c'est que les jeunes qui arrivent en France respectent bien entendu les valeurs du pays dans lequel ils viennent s'installer. Deuxièmement, qu'ils soient considérés d'entrée de jeu comme des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres.
Et c'est précisément parce que ce n'a pas été le cas que l'on peut considérer que l'intégration, s'il n'a pas été un échec total, a connu quand même quelques insuffisances, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on va dire rapidement tout à l'heure, c'est précisément parce qu'ils ne se sentent pas respectés et considérés comme des citoyens à part entière que beaucoup cherchent un refuge dans l'intégrisme. L'échec de l'intégration, les insuffisances de l'intégration renforcent l'intégrisme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il se trouve que le président de la République, après avoir confié la mission sur la laïcité, je ne sais pas si je m'en suis bien occupé, apparemment je ne sais pas, toutes les formes, tous les domaines, qu'il s'agisse des handicaps, de la couleur de la peau, de la religion, de l'orientation sexuelle, c'est dire qu'il s'agit d'une mission très vaste. Et il existe déjà une autorité de cette nature au Canada, et je suis allé voir sur place, en Belgique, ils sont plus avancés que nous, et c'est dire que c'est le chantier, non seulement qui va m'occuper, c'est pas important, mais qui va mobiliser dans les semaines qui viennent beaucoup de responsables de ce pays. Et jusqu'à maintenant, je peux dire qu'il a effectivement la volonté est tellement forte de la part des pouvoirs publics et il y a un large consensus dans ce domaine aussi que l'on peut dire qu'effectivement, au début de l'année prochaine, cette haute autorité pourra commencer à fonctionner. Alors, je ne dis pas que cette haute autorité va du jour au lendemain faire disparaître toutes les discriminations, loin de là, mais il est apparu qu'il est absolument indispensable, compte tenu, et j'étais assez stupéfait de certains témoignages, de certaines auditions dans ce domaine aussi, que les discriminations sont très nombreuses dans notre pays, et que de plus en plus de ceux qui habitent notre pays ont le sentiment, à tort ou à raison, d'être victimes d'une discrimination. C'est-à-dire que ça va être une tâche difficile, mais c'est en tout cas une institution qui est absolument indispensable. C'est-à-dire que j'aurais peut-être le plaisir de revenir, si on m'invite à nouveau, la discrimination dans 2 ou 3 ans. Alors moi je pense qu'il faut changer, c'est d'abord notre regard sur l'autre. Je suis au centre. C'est notre regard sur l'autre, sur sa différence, sur l'acceptation de sa différence, et cela dans la vie de tous les jours et pour la moindre petite chose. Et d'aller à la rencontre de la richesse de l'autre. Et on a beaucoup à apprendre de l'autre. Et quand on le laisse s'exprimer dans sa différence, la richesse est sans fin. Et c'est ce que je nous souhaite à tous, d'arriver à ça, parce qu'on a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Je n'ai rien à dire, sinon que vous avez dit en quelques mots très simples ce que je ressens profondément et le sens du combat que je mène. Voilà, écoutez, je crois qu'on va pouvoir clore ce débat et je remercie donc M. Stasi de nous avoir parlé de ce défi des enjeux de la laïcité d'aujourd'hui.